Pour le Centre Pompidou, cette réouverture des établissements culturels a un goût tout particulier. Ce sont non seulement les expositions, les salles de spectacle ou de cinéma qui réouvrent, mais également cet emblème très fort de l'architecture post-industrielle conçue par Richard Rogers et Renzo Piano en 1977, à savoir cet escalator, la chenille comme on l'appelle, enfin dégagée de plus d'un an de travaux. Un autre élément qui réouvre, c'est la piazza, cette place publique qui descend en pente douce vers le bâtiment et qui se continue dans le forum du Centre Pompidou. Extrêmement contemporaine, l'architecture du Centre Pompidou résonne actuellement avec une exposition tout aussi contemporaine, celle de l'artiste berlinoise Ito Steyerl. L'exposition I Will Survive est une des expositions les plus passionnantes aujourd'hui sur les questions de l'image et de la société capitaliste. On se retrouve en petite salle pour en parler avec nos invités. Alors nous revoici donc en petite salle pour évoquer I Will Survive, l'œuvre, l'exposition impressionnante de l'artiste allemande Ito Steyerl, et non moins impressionnant le catalogue publié, coédité chez Spector Books qui accompagne cette exposition. Alors pour en parler avec nous, dans un deuxième temps, nous serons avec le philosophe et théoricien Yves Citon. Et puis, dans ce premier temps de plateau, on va vraiment évoquer la fabrique de cette exposition et son déroulé avec les deux commissaires de I Will Survive. Marcella Lista, vous êtes conservatrice, responsable de la collection Nouveaux Médias au Musée national d'art moderne, et Florian Ebner, vous êtes également conservateur et responsable de la collection photographie du Musée national d'art moderne. Alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec une première question pour vous, Florian Ebner, qui est que représente pour vous le travail et la figure de Ito Steyerl? On sait l'influence énorme que cette artiste impressionnante, très contemporaine, exerce sur les jeunes générations, mais qu'est-ce qu'elle représente, je dirais, au point que le Centre Pompidou lui fasse cette invitation très forte d'une grande rétrospective? Pour nous, c'était d'abord une artiste qui est vraiment liée à cette notion du documentary turn. Donc, elle a cherché depuis les années 2000 des nouvelles, comme elle dit, des nouvelles formes documentaires. Et avec cela, elle a commencé à questionner aussi ses outils, parce que pour justement le cinéma vérité, le cinéma documentaire, avec le tournant numérique, une artiste filmmaker est en train de perdre ses outils. Donc, de questionner aussi ses outils, de réfléchir sur une culture de l'image, et ce qui nous intéresse aussi beaucoup, en fait, de poursuivre ce parcours de quelqu'un qui, au début, a commencé à jeter un regard critique sur la société allemande après la réunification, sur un nationalisme, voire un antisémitisme qui devient plus visible, et cet élargissement de la perspective critique vers la critique du capitalisme numérique, de l'intelligence artificielle. Donc ce parcours à la fois artistique mais aussi intellectuel comme auteur, c'est quelque chose qui nous a fascinés, et voilà, on a invité Ito Steyerl pour cela. Alors le catalogue s'accompagnera d'une anthologie de textes, parce qu'effectivement Ito Steyerl est aussi quelqu'un qui produit des essais, qui accompagne son œuvre plastique, visuelle, cinématographique de textes réflexifs. Et en même temps, on a cette exposition. Marcella, je vous en prie, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire, vous, de votre côté, qu'est-ce que Ito Steyerl pour vous? Merci pour cette question. C'est vrai qu'on a toujours un intérêt personnel dans les artistes que l'on choisit. Dans le cas de Ito Steyerl, c'est vrai qu'elle est une des rares artistes à avoir fait cette traversée, comme vient de le dire Florian, depuis le questionnement de l'image vérité. Notamment à partir de Godard, Farocki, Marker, la grande génération qui l'a précédé, pour aller ensuite questionner justement ces rapports de pouvoir au sein de l'image, en s'intéressant au virtuel, à la dématérialisation, et au fait finalement que ces ressorts du pouvoir sont de plus en plus invisibles et insaisissables. Donc ce passage du physique au virtuel, qui est un des sous-titres de l'exposition, c'est aussi le constat effectivement que la pratique documentaire qui consistait dans le cinéma direct, dans l'espace public, va basculer de plus en plus dans une des formes d'investigation qui concerne l'Internet, qui concerne la façon dont les multinationales et autres structures du pouvoir façonnent notre environnement.
Est-ce que vous pourriez juste nous évoquer son parcours d'artiste pour qu'on puisse justement comprendre aussi sa trajectoire? Bah oui, en effet, c'est vrai qu'elle s'est formée au cinéma et à la télévision, donc à une époque dans les années 90 où la tradition des pratiques documentaires avait encore droit de citer justement dans les programmes télévisuels, donc était démocratisée par ce biais, pratique qui s'est ensuite perdue par manque de financement, etc. Et c'est à ce moment-là, au milieu des années 90, qu'on a vu ce type de pratique intégrer l'espace du musée, en fait, de se donner lieu à des dispositifs d'exposition. Et donc dans sa trajectoire, on voit effectivement cette transition qui va au tournant des années 2000, petit à petit aller vers l'installation en 3 dimensions. Et je dirais à mesure précisément qu'on assiste à une dématérialisation des choses, elle investit l'espace réel pour nous ramener à l'espace concret, à ce qu'il faut partager lorsqu'on est du public. C'est un espace social que l'espace du musée, et donc négocier peut-être une place au sein du commun. Alors, pourquoi avoir fait le choix d'une rétrospective? Je dis ça parce qu'il y a 2 ans, par exemple, il y avait une grande exposition de Ito Steyer à la Serpentine Gallery de Londres, où elle avait créé entièrement une nouvelle œuvre qui prenait tout l'espace de la Serpentine, et qu'au fond, c'est une artiste dont le travail est en pleine évolution, mais avec la Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, ce centre d'art allemand de Düsseldorf, avec laquelle vous avez co-réalisé cette rétrospective. Voilà, pourquoi avoir fait le choix de reprendre le parcours d'Ito Steyer depuis le début et d'avoir le choix d'une rétrospective complète dans laquelle, on peut le signaler, il y a quand même une œuvre nouvelle, une création qu'on va évoquer, qui est Social Scene. Pour nous, quand on a commencé à parler avec Ito Steyer, c'était important d'avoir à la fois une nouvelle production, mais aussi de mettre la nouvelle production en dialogue avec son œuvre. À la fois une vraie rétrospective, mais avec une perspective sur l'actualité. Donc l'invitation que Marcella et moi on fait à Ito Steyer, c'est qu'on a d'abord évoqué quand même comme sujet et terrain de réflexion le rôle d'un musée public de l'avenir. Et on va voir dans cette exposition que les événements et les expériences de l'année 2020 se sont aussi comme inscrits dans cette nouvelle production, même si l'idée du musée public de l'avenir, Museum of Self-Evolving Arts, reste visible en fait dans cette nouvelle production. C'est-à-dire, en quelle mesure vous voulez dire le coronavirus, le contexte du Covid, s'est invité dans la production de l'exposition? C'est à la fois cette expérience de la crise que l'artiste a vécue confiné à Berlin, elle ne pouvait pas venir pour faire des tournages ici, mais aussi ce qui s'est passé exactement il y a 1 an dans les rues de Minneapolis, donc la violence policière aux États-Unis, mais aussi les manifestations anti-masques et conspirationnistes. Tout cela trouve en fait une forme d'expression avec une forme de danse, de Dancing Mania, qui pour elle, de toute manière, la danse a toujours un rôle important, et dans ce cas-là, un rôle dialectique aussi. Alors d'ailleurs, le titre de l'exposition, c'est I Will Survive. Marcella Lista, est-ce que vous pouvez nous commenter le choix de ce titre? C'est évidemment un hommage à la chanson de Gloria Gaynor, donc musique disco, qui intervient souvent dans les œuvres de Ito Steyer. Elle a une stratégie vraiment d'immersion aussi dans des références populaires, qui représentent une sorte de vitalité et d'énergie disruptive, qui va venir à un moment donné peut-être introduire un contre-pouvoir, un contre-jeu par rapport aux forces coercitives des systèmes sociaux. Et il est clair que c'est aussi à prendre au sens littéral, c'est-à-dire qu'il y a un inconnu qui nous attend lorsqu'elle commence à travailler sur ce projet, qui est quelle va être l'issue de cette pandémie, qui, selon elle, ne fait qu'accélérer et exacerber une crise qui est déjà présente, naturellement. Voilà. Alors, sur la structure de l'exposition, sait-on qu'une rétrospective, et en même temps, elle n'est pas une rétrospective classique, au sens où on n'est pas dans un ordre linéaire des œuvres. Alors, est-ce que vous pouvez évoquer justement la structure de cette exposition ? Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a immédiatement réfléchi à la possibilité de récupérer la scénographie qui précédait, dans le but de travailler aussi sur une écologie en matière de production. Et l'exposition qui précédait était l'exposition de Christo et Jeanne-Claude. Intéressant, puisque eux-mêmes travaillaient déjà sur la question de l'espace public, et qu'elle a décidé simplement de faire pivoter ce plan, puisqu'elle commence par la fin, et on commence aussi chronologiquement par les œuvres les plus récentes, dont la fameuse création Social Sim dont parlait Floriane tout à l'heure. Et
elle va aussi aller jusqu'au bout de l'usage du palimpseste, hein, donc en montrant cette idée de recyclage de matériaux, de vitrines, d'éléments d'architecture qui apparaissent un peu de façon fantomatique. Mais ce qui est intéressant, vous avez parlé de linéarité, c'est qu'il y a malgré tout une linéarité dans le parcours, puisque c'est une galerie qui est tout en longueur. C'est une linéarité qui est déstructurée, où les œuvres s'interpénètrent, se font écho, etc. Et ça, c'est assez nouveau dans son travail, cette façon, cette porosité. Donc on retrouve finalement la linéarité de l'écriture filmique, qui est là d'où elle vient, dans ce parcours. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Il y a cette structure sous-jacente qui est linéaire, et puis cet effet de collage, d'assemblage que l'on retrouve au niveau de l'expérience physique quand on traverse l'espace. Est-ce qu'on pourrait donner des exemples? Est-ce qu'on parle d'un cinéma exposé? Est-ce qu'on parle d'une scénographie pour l'image? Quel est le statut, en quelque sorte, de ces films qui génèrent, en quelque sorte, leur propre espace de réception? On a même une pièce significative pour cette évolution, disons, dans la collection avec In Free Fall de 2010. C'est pour la première fois qu'il y a un montage complexe qui part de l'idée du crash d'avion, mais aussi du crash économique lié à cette année 2029, mais aussi au crash de toute une culture de cinéma face au numérique. Donc toutes ces formes de crash se trouvent dans le film, et le visiteur est assis en première classe pour assister à ce crash. Dans des fauteuils première classe d'avion. Voilà, ouais. Voilà. On pourrait évoquer aussi Liquidity, par exemple, qui est aussi un espace marquant par son architecture. Tout à fait. Liquidity, c'est une pièce de 2014 dans laquelle elle aborde justement la création du crash financier. Et elle a conçu un environnement qui prend la forme d'une grande vague qui submerge. Elle arrive tout en haut, au-dessus de la hauteur de l'écran, où sont disposées des bouées auxquelles on peut s'arrimer. Le tout recouvert d'un tapis de judo, puisque l'œuvre est un hommage en fait au Mixed Martial Arts, la pratique que Bruce Lee avait fondée, et qui consiste effectivement autour de cette maxime « Be water, my friend, be shapeless, formless like water », qui consiste en gros à s'adapter à l'élément liquide, la liquéfaction de l'économie, de l'image, enfin des flux financiers, du high-speed trading, etc., qui fait que les désastres matériels provoqués par ce type de finance, en fait, sont complètement masqués par ces flux séduisants de rapidité. Et donc l'environnement, effectivement, prend la forme dans l'exposition d'une sorte de piscine qui réutilise une ancienne vitrine de l'exposition Christo et Jeanne-Claude pour faire une sorte d'aquarium. Est-ce qu'on pourrait justement aller vers les dernières pièces, les plus récentes? Il me semblait que d'un côté, quand on est avec ces éléments d'œuvre qu'on avait pu voir à la Serpentine Galerie, qui est ce sorte de jardin un peu numérique, dont le titre est lié au futur. This is the future. Et donc, on a l'impression que là, on sort presque de ce dispositif un peu spectateur et puis devant l'écran, parce qu'au fond, on est mobile dans une sorte de jardin avec des vidéos placées dans différents endroits et des paysages de fleurs générés en quelque sorte par les algorithmes. Et puis de l'autre côté, on a vraiment des expériences d'espace, et notamment avec la dernière pièce Social Sim, qui garde une dimension très critique, très radicale. Est-ce qu'on peut parler peut-être en particulier de cette création, Social Sim? En fait, c'est une bonne observation. Les dernières pièces ont toujours deux parties, une partie immersive et une partie narrative. Et dans cette partie immersive, le spectateur est entouré de deux avatars qui ne cessent pas de manifester, une ouvrière, et de poursuivre la manifestation, le policeman, et il ne cesse pas non plus de s'infecter et de commencer à danser au moment où où ils se sont infectés, en fait. Et cette danse macabre, qui ne cesse pas, est accompagnée par le soundtrack de la vidéo qui est derrière, et voilà, qui s'appelle Social Sim. Et la première partie est une vraie simulation. C'est pas une vidéo, mais c'est une simulation en temps réel qui réagit à des paramètres qui justement parlent sur l'impact social du Covid en France, sur la violence policière. Ces paramètres, en fait, gère cette simulation. Donc, ce n'est pas justement une vidéo, et la cadence ou le rythme
la fréquence, tout ça réagit à ces paramètres-là. On est à la fois en fait à la quête d'un tableau volé, le fameux tableau attribué à Léonard de Vinci. On est à la fois Salvator Mundi. Salvator Mundi, exactement. On est à la fois dans cette nouvelle forme de musée virtuel. Et on est dans ce récit avec toutes ces couches aussi confronté à cette idée des avatars, de cette danse désespérée, complexe, qui dépendent l'une de l'autre. Alors d'un côté, il y a cet intérêt pour les musées virtuels, pour cette circulation des œuvres dans des espaces numériques qui évoquent aussi cette numérisation du monde, de cette manière, pas seulement évidemment des œuvres. Et puis de l'autre côté, il y a aussi évocation d'un musée beaucoup plus réel, d'une réalité du musée. Et puisque vous êtes, et que nous sommes évidemment au Centre Pompidou avec le Musée national d'art moderne, peut-être pourrait-on évoquer cette pièce en particulier qui touche à la vie des gardiens de musée. Oui, il s'agit d'une pièce intitulée Guards, donc Gardien, de 2012. C'est une pièce extraordinaire qui lui a été commandée par le Art Institute of Chicago, et dans lequel elle a répondu en fait en s'intéressant au quotidien des gardiens de musée qui, aux États-Unis, sont souvent d'anciens militaires ou d'anciens policiers, donc qui ont connu des incidents, des traumas de parcours, et se recyclent donc, se reconvertissent dans la surveillance des musées. Ce sont souvent issus de l'immigration hispanique ou bien des Africains américains, et elle leur rend hommage en fait en les interrogeant sur leur parcours et en leur demandant surtout de comment eux voient l'espace. C'est-à-dire qu'elle va confronter notre regard, disons, esthétique, contemplatif, de visiteur, à celui de la surveillance, du rapport à quelque chose qui vient effectivement des pratiques militaires et policières, et comment ces deux cultures du regard se croisent. L'œuvre, ici, vous verrez, est exposée dans quelque chose qui met en abîme le White Cube, et qui en fait effectivement un lieu de surveillance. Ça touche à un point sur lequel on reviendra évidemment dans la deuxième partie du plateau avec le théoricien Yves Citon, à la dimension théorique, parce qu'au fond, vous disiez, Florian, il y a une dimension immersive, il y a une dimension narrative, puis il y a une dimension essayiste. Parce qu'au fond, beaucoup de vidéos sont accompagnées de voix off, sont accompagnés d'éléments de discours, en quelque sorte, de réflexion sur la société. Et de ce point de vue, c'est quand même intéressant de voir que la contribution théorique, en quelque sorte, de Ito Steyer, puisqu'on évoque aussi la parution d'une anthologie de textes traduits en français en même temps que l'impressionnant catalogue de l'exposition, c'est vrai qu'en même temps, cette pratique théorique, cette pratique de l'essai, elle est complètement inscrite dans les films eux-mêmes de Ito Steyer. C'est très important, et on n'a pas dit au début en fait que Ito Steyer est une vraie héritière de cette tradition de l'école de Francfort, c'est-à-dire de concevoir la pratique d'une artiste comme une pratique critique. Et c'est quelque chose qu'elle développe tout le long du parcours, justement en choisissant des outils qui à la fois nous touchent physiquement, mais qui est toujours un moment, un effet de distanciation où justement ce discours peut s'insérer, s'infiltrer, comme le monde réel chez Guards dans le musée. Un autre point qui corrobore en fait, cette dimension d'essai que vous avez évoqué, Marcella Lista, c'est la dimension pop. Et au fond, à travers le titre même de l'exposition I Will Survive, c'est l'humour aussi. Et vous l'avez dit, je pense que c'est très juste, c'est l'énergie. Il y a là un cocktail assez saisissant de critique et d'humour pop, même aussi dans le régime des images. Voilà, là, il y a quand même quelque chose qui se passe de tout à fait saisissant. Il y a constamment ce balancement entre effectivement la pensée critique de l'école de Francfort et puis ce type de ressources vitalistes. D'une certaine manière, ce qu'elle cherche à créer, c'est toujours cette notion d'espace de jeu, d'espace où on a parlé de chorégraphie, aussi de danse. C'est comment, à partir d'une situation extrêmement contrainte, déplacer les paramètres pour essayer de trouver un espace de mouvement. C'est un des rôles de la chanson pop. On parlait de Guards tout à l'heure, ça se termine dans le générique par la musique de Dress to Kill, le fameux film de Brian De Palma qui comporte cette scène de meurtrière de course-poursuite meurtrière dans un musée. Donc il y a toujours cette pointe d'ironie, ce rapport à l'ancrage dans la culture populaire qui va permettre effectivement de faire émerger cette énergie.
Et là, il me semble qu'on est vraiment dans ce qu'on peut appeler le contemporain, au sens où on est vraiment presque par moment dans le même régime d'image, on est pris dans ce même régime d'image. Je pense aussi à l'essai que Ito Steyer avait publié sur le spam, par exemple. Donc c'est tous ces régimes d'images voilà, que l'on voit sur nos écrans, etc., et puis qui en même temps sont ressaisis, sont à la fois percutés, permutés, et sont ressaisis justement dans un appareil critique. Pour cette très belle installation de 60 Future Power Plants, le spectateur, le visiteur est invité en fait à télécharger une appli pour entrer dans une réalité augmentée à travers les textes. Donc elle se sert vraiment des nouvelles technologies aussi pour les questionner de temps en temps, aussi de regarder avec un angle oblique voilà, ces technologies. Donc elle se sert pour les déconstruire en quelque sorte. Il ne faut pas oublier par ailleurs que les Marx Brothers et les Monty Python sont parmi ces références, à côté d'Adorno et de Benjamin. Donc ça, c'est tout à fait essentiel dans ces essais, dans la philosophie de ces essais, notamment sur le spam. Et par ailleurs, le found footage a une importance capitale. Ça, c'est vrai que ça revient constamment à l'idée de puiser dans cette ressource inépuisable qu'est l'Internet. Des images partagées, avec la référence à Vertov et à l'idée, effectivement, de partager au niveau mondial des images. On retrouve d'ailleurs Ito Steyer dans une petite séquence filmée au Centre Pompidou, mais une séquence numérique, un entretien distanciel tourné pendant le Covid entre l'artiste Ito Steyer et le philosophe Peter Zendy. I was thinking about this question of finance. Well, obviously, because in your work, Ito, the question of finance, of fluctuation, of financial movements is constantly staged, and thinking obviously about liquidity, Inc., but other pieces too, and in a way. You are telling stories, right? I was really struck by this. You are telling stories where people have a hard time telling stories. I remember there is a wonderful line in Don DeLillo's Cosmopolis, the novel that was turned into a film later, and a character in the novel says that money has lost its narrative potential. I was really struck by this line because it's true. I think no one could today tell stories about finance, about high-speed trading, speaking of temporalities, as, I don't know, Balzac or Zola told stories about financiers in the 19th century, because it's difficult to describe, to picture what is exactly happening. But you do tell stories about finance and its intricate temporality. So it made me think a lot about this strange relationship between finance and narrative. On the one hand, I think, especially for people who are not economists, as I am not, and I guess you are not either, which is a good position, because I don't think that economy should belong to economists. So it should claim something about economy precisely not belonging to people who know about it. And so for people like us, I think it's very important that we are able to tell stories about finance and the economy, but it becomes increasingly difficult. So I was wondering how this word, finance, which used to mean the possibility of an ending, how it has strangely shifted in its very intricate and long history, and it has almost ended up, I can say so, meaning the opposite. Finance for us is the very embodiment or allegory of infinity, never-ending movements, infinitely small movements, and infinitely vast perspectives. So I'm intrigued by that, Mm. Yeah, absolutely. No, it's a super interesting angle, especially this
voiceless finance, or finance without any narrative, taking itself for not only granted but even some kind of objective fact of nature, a law of nature, instead of being seen as what it increasingly is, a mythology full of big fetishes and taboos and threatening stories. I mean, most of the entities I have done work about, let's say, shell companies or free ports or all these, completely fictional legal constructions which are used to confuse and intimidate people. These are just mythologies, and very kitschy ones at that. I was completely fascinated, I'm so fascinated, by all these legal instruments, trusts that are constructed, of course, for the purposes of tax avoidance and so on and so forth. It's just basically a big fat myth that is disguised as, a fact of nature. So in that sense, it is probably telling a lot of stories. It is doing nothing but telling stories. Finance is just storytelling about, what belongs to whom. Most of these are stories, really, but they manage to imbue themselves with this kind of natural authority. And people get confused because these stories are so wacky mostly and so convoluted, but as I really like wacky and convoluted things, it's a bit more interesting for me than maybe for many other people. Alors voilà pour une introduction, une présentation de l'exposition, une première, pas immersion, parce que l'immersion elle est beaucoup plus physique et beaucoup plus vivante, et on espère que le public aura à cœur de la vivre, parce qu'il y a déjà un bon public, maintenant que le centre est réouvert dans cette exposition, qui était très attendue, qui est un des très grands moments, je dirais, actuels de la création contemporaine en matière d'exposition. Et puis on se retrouve tout de suite avec notre journaliste extérieur, c'est Mathilde Serrel, qui à chaque fois va trouver un invité pour faire écho à notre mensuel. Et là, elle est allée voir un des entrepreneurs les plus emblématiques du web en France, Tariq Krim, et elle va s'entretenir avec elle au sujet des algorithmes et de l'histoire de l'Internet. A tout de suite. Bonjour Tariq Krim. Bonjour. Vous êtes à la fois une sorte de prophète et de tech philosopheur, on vous présente parfois comme ça. Entrepreneur en série. Vous avez créé le premier serveur sur Minitel à 12 ans. Vous avez même créé une entreprise dédiée à la musique en ligne dans la Silicon Valley. Et puis, cette plateforme qui va agréger 10 millions d'utilisateurs, qui s'appelle NetVibes. Aujourd'hui, vous êtes à la fois ancien vice-président du conseil de surveillance du numérique. Donc, je voudrais qu'on revienne d'abord aux sources de l'utopie numérique, pour reprendre un excellent livre de Fred Turner, qui est un grand spécialiste du numérique. Qu'est-ce que c'était que cette utopie numérique et qu'est-ce qu'elle est devenue? Alors, ce qui est amusant, c'est que quand on parle de numérique, on imagine toujours une utopie numérique californienne, c'est vrai. Mais 10 ans avant, des auteurs de science-fiction, notamment William Gibson et Bruce Sterling, qui ont lancé ce qu'on appelait le mouvement cyberpunk, ont décrit l'Internet tel qu'il allait vraiment être, c'est-à-dire un univers froid dominé par les corporations du monde entier, un monde qui est en fait né de la dérégulation des systèmes financiers à l'époque de Reagan, et cette idée qu'on pouvait construire un univers qui était totalement hors de l'espace physique, hors du contrôle des hiérarchies classiques, des gouvernements. Et ce qui est intéressant, c'est que les anciens hippies, qui étaient aussi un système qui a quand même échoué, parce qu'ils sont tous devenus après, dans les années 80, les yuppies et les plus grands fans de la bourse. Et effectivement, ils ont complètement changé le concept et ils l'ont transformé en quelque chose de bienveillant, mais qui avait aussi cette idée, c'est un univers en dehors du monde dans lequel on va pouvoir faire ce que l'on veut. 20 ans plus tard, on est revenu à la réalité, c'est-à-dire une dystopie numérique où peut-être 5-6 sociétés contrôlent l'intégralité de nos contenus, de nos vies. Et c'est un peu sur ça que j'essaye à la fois d'échapper, mais de voir si on peut construire des alternatives.
Qu'est-ce qui caractérise en fait cette version dévoyée, en tout cas de l'utopie, sa version dystopique? En fait, il y a l'Internet à 3 grandes époques. Il y a eu l'Internet ouvert, c'est les début des années 90, 2000. Ensuite, il se passe quelque chose d'assez compliqué, le premier crash. Donc on a la désillusion de la partie économique de l'Internet, parce qu'il y a toujours une partie très philosophique, universitaire, non commerciale. Et on est entré après dans ce qu'on appelait l'Internet boîte noire. Quelques sociétés, notamment Google, qui va démarrer après le 11 septembre, en fait, va bénéficier d'un avantage incroyable, c'est qu'à partir du 11 septembre, la bourse s'écroule et personne n'investit sur ce qui allait devenir le business le plus important de l'Internet, la recherche. Et quand ils s'introduisent en bourse, à partir de là, on se dit « Ah, on a laissé un géant se créer sans aucun acteur autre qu'eux-mêmes ». Et ensuite, il y a évidemment Facebook, mais surtout l'iPhone, qui va centraliser en fait l'ensemble de notre vie sur un petit appareil, ce téléphone. Et à partir de là, il y a une sorte de consolidation du marché. Et donc, on peut dire une dizaine d'applications aujourd'hui contrôlent nos photos, nos emails, analysent toutes nos données. Et il n'y a plus vraiment d'échappatoire. Et surtout, ce qui est fascinant, c'est que cet univers est totalement opaque. Si vous demandez à un publicitaire combien il paye pour sa publicité sur Facebook ou Google, il n'en a aucune idée. C'est juste qu'il a un budget, il ne sait pas où les pubs vont, on ne sait pas du tout comment les choses se font. Et en fait, ces outils ont été détournés ensuite dans la politique, mais aussi dans d'autres domaines, pour justement créer ce que j'appelle la radicalisation algorithmique ou la bataille en fait entre des groupes politiques. Donc c'est devenu un outil assez dystopique dans sa forme d'utilisation. Et tout ça étant totalement opaque et difficile à comprendre. Est-ce qu'on peut parler un peu du design persuasif, par exemple, qui fait partie des leviers de cette version vraiment angoissante de l'utopie numérique? Ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, dans les années 60, quand l'informatique se lance dans la forme telle qu'elle va être ensuite, on parle beaucoup d'expérience utilisateur. Il y a une personne qui s'appelle Doug Engelbart qui va en fait définir les fondamentaux, le bureau, la souris, dans un endroit qui s'appelle le SRI, Stanford Research Institute, d'ailleurs où sera inventé un peu plus tard, des années plus tard, Siri, le fameux assistant que tout le monde a sur son iPhone. Siri. Voilà. Et à 600 mètres de là, dans le même campus à Stanford, il y a quelqu'un qui s'appelle John McCarthy, qui est l'un des pionniers de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui lance son premier laboratoire de recherche sur le sujet. Et les deux visions sont totalement divergentes. D'un côté, il y a l'idée de Doug Engelbart que l'informatique va émanciper l'intellect humain, donc émanciper les hommes dans leur capacité d'apprendre, de faire des choses. Et de l'autre côté, la vision de l'intelligence artificielle qui est que la machine va en fait remplacer notre intellect, remplacer les tâches humaines. Et avec cette idée, moi, qui m'a toujours inquiété, qui est que dans un endroit où la machine pense tout, notre esprit ne pense plus rien. Donc c'est la fin de la pensée, c'est la fin de la pensée propre. C'est resté assez marginal jusqu'à ce que, depuis 10 ans, cette tendance est revenue. On a découvert qu'on avait suffisamment de données, suffisamment d'outils maintenant pour penser à la place d'utilisateurs, pour sélectionner les vidéos qu'ils ont envie de voir, la manière dont on va leur montrer les choses, l'ordre dans lequel on montre les choses, pour manipuler aussi les émotions. Et le design persuasif, en fait, c'est de dire que le design peut influer sur la manière dont on va faire les choses. Et on peut, de certaine façon, obliger les gens à faire des choses qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire. Je donne un exemple. Quand on est sur Facebook, souvent on mettait une petite vignette rouge pour vous dire « Attention, votre carnet d'adresse n'est pas synchronisé ». Et donc les gens qui font ça en cliquant, qui se disent « J'ai plus envie que ce truc rouge là soit là au milieu de mon écran, je vais appuyer pour que ça s'arrête ». En fait, uploader l'ensemble de leur carnet d'adresse sur Facebook. Ouais. Et donc il y a plein d'astuces, on appelle ça les dark patterns, donc qui sont des schémas noirs. Des schémas noirs qui sont faites avec cette idée que de toute façon on construit une application pour que la personne reste le plus longtemps dans cet univers. Il y a eu des choses qui sont positives quand même, c'est-à-dire que dans ce que vous disiez, dans l'utilité pratique et puis dans l'accès à la culture et aux connaissances. Donc, comment finalement on peut l'interpréter comme plutôt qu'une dystopie, mais une version, on va dire, dégradée, restreinte, simplifiée de ce que ça aurait pu être? Alors c'est là où, en fait, il y a plusieurs internets. Déjà, il y a techniquement plusieurs internets. En 2001, il y a un institut qui s'appelle le Cato Institute, qui est un institut plutôt républicain, qui a parlé de ce qu'on appelle le split internet, qui anticipait déjà l'idée que l'internet américain
chinois et européen serait différent. L'Internet américain est beaucoup plus libertarien, donc c'est l'idée de la libre entreprise, l'idée qu'une personne tout seul dans son garage va construire un géant. Je pense que cette idée est d'ailleurs désormais fausse, puisque les géants se protègent des futurs géants. C'est très difficile aujourd'hui d'exister dans le monde de Google, Facebook, Amazon, Apple et autres. L'univers chinois, qui est clairement un outil de surveillance, qui est d'ailleurs inspiré d'une vision qu'on appelait la cybernétique sociale, qui était la vision un peu préliminaire de la Russie dans les années 60, l'idée que l'algorithme allait aider à planifier la Russie. Ça n'a pas marché, mais les idées ont été reprises en Chine. Et c'est plus qu'un outil de surveillance, c'est un outil de changement de comportement. L'objectif, c'est de vous noter ce qu'on appelle le crédit social sur vos comportements. Si vous allez très tard le soir boire de la vodka, vous allez avoir une mauvaise note. Si vous ne marchez pas dans les clous, vous avez des mauvaises notes. Et si vous avez trop de mauvaises notes, on vous coupe certaines choses. La possibilité de voyager, la possibilité d'avoir des bons emplois. Évidemment, tout ça part d'une idée qu'on va organiser les choses. Et évidemment, ça ne marche jamais puisque fondamentalement, ces outils sont biaisés, ne fonctionnent pas. À côté de ça, il devrait y avoir un Internet européen, qui est un Internet d'ailleurs assez fascinant puisqu'il est né de la contre-culture informatique européenne, donc essentiellement en Allemagne avec le Chaos Computer Club, qui étaient des gens qui avaient une vision hyper positive, humaniste. Linux, qui est le projet humaniste de l'Internet et le web, qui est le logiciel libre. Le logiciel libre en général sont une vision européenne, inventée en Europe. Et curieusement, en fait, depuis 20 ans, on a abandonné ça. Et on a laissé une vision plutôt commerciale américaine se développer. Et c'est ce que j'essaye justement avec certains de faire revenir. Donc cette idée de faire revenir l'Internet tel qu'il a existé et tel qu'il devrait exister. Ce que je dis souvent, c'est l'Internet dans lequel on a envie de vivre. Ce que découvre Facebook, c'est que leur dystopie de 2,5 milliards d'utilisateurs, en fait, elle ne fonctionne pas parce que culturellement, elle n'est pas satisfaisante sur le long terme. Merci Tariq Rim. Merci. Donc, nous voici dans cette deuxième partie du mensuel consacrée à l'exposition I Will Survive de l'artiste allemande Ito Steyerl, et avec Yves Citon, que j'ai grand plaisir à accueillir à distance, dans des temps numériques, voilà. Eh bien, on a le plaisir de vous recevoir, Yves Citon, pour évoquer peut-être la partie, justement, d'abord la partie plus réflexive, plus théorique, plus essayistique de Ito Steyerl. On a dit que c'est une artiste qui est pleinement une artiste des arts visuels et en même temps qui accompagne sa production d'essais. Vous êtes vous-même philosophe, vous êtes théoricien, vous avez publié plusieurs livres dont les titres font écho, je dirais, au travail de Ito Steyerl, et on sait que Ito Steyerl est une artiste qui vous intéresse assez intensément. On pense par exemple à Médiarchie, publié en 2017 sur la question justement de la médiarchie, c'est-à-dire de la domination des médias dans notre monde actuel. On pense aussi à Pour une écologie de l'attention, et puis on pourrait aussi penser à Génération collapsonaute, quand on évoque par exemple cette vidéo sur le crash aérien, le crash de la société libérale ou encore le crash du cinéma dans le monde du numérique. Alors, sur cette partie des textes théoriques d'Ito Steyerl, sur cette contribution qui n'est pas du tout marginale, je dirais, dans la production d'Ito, ça fait vraiment partie de la figure d'Ito Steyerl, de soutenir son travail par une activité d'écriture réflexive. Vous, voilà, qu'est-ce qui fait que vous avez un intérêt particulier pour les textes que vous avez pu lire de Ito Steyerl? Merci beaucoup Jean-Marc, c'est un grand honneur de parler de Ito Steyerl que je lis depuis quelque temps et que moi j'ai d'abord admiré en tant justement que théoricienne, avec des articles qui paraissaient sur Iflux, etc., qui ont été réunis dans plusieurs volumes, mais il y en a un en particulier qui s'appelle The Wretched of the Screen à Sternberg Press, et là j'étais vraiment très très heureux d'apprendre qu'il va enfin y avoir une traduction de certains de ces articles en français. Grâce à Pompidou, merci beaucoup. Parce oui, c'est très important. C'est vraiment important. Hein, ouais. C'est vraiment important. Alors, qu'est-ce que c'est que Ito Steyerl comme, vous avez très bien dit, essayiste, hein, donc on pourrait dire théoricienne. Et moi, ça me plaît bien. Il y a une revendication de la théorie. On peut se rappeler que la théorie, étymologiquement, c'est aussi de l'ordre du visuel, c'est aussi de la contemplation, aussi regarder. Mais c'est un regard un petit peu différent, un regard qui est plutôt de l'ordre de la spéculation. On regarde à la fois ce qu'il y a sous les yeux et puis on essaye de regarder au-delà de ce qu'il y a sous les yeux. Et donc là, dans toutes ces interventions, qui sont en général assez brèves, c'est des petits articles de dizaines, quinzaines de pages,
on a à la fois quelque chose de concret, quelque chose qui résonne avec le monde dans lequel on vit, quelque chose qu'elle arrive à exhumer dans un fait divers, dans un dispositif artistique, etc., et auquel elle arrive à donner une ampleur. Elle sort, elle extrait des dimensions de ce qu'elle étudie et elle nous fait voir plein d'autres choses. Avec peut-être aussi une référence théorique qu'on n'a pas eue tout à l'heure, donc l'école de Francfort, etc., c'est très bien, la dimension critique, même si elle a une version de la dimension critique, comme vous le disiez aussi, avec une jouvence, une sorte de joie qui n'est pas forcément toujours là chez nos amis de Francfort. Mais il y a aussi une autre tradition critique en Allemagne qui est un petit peu ce qui s'est appelé, entre autres, l'archéologie des médias, avec des gens comme Kittler, avec des gens comme Wilhelm Flusser, avec des gens comme Georg Frank ou autres, qui viennent quand même beaucoup plus tard que Francfort et qui ont une attention à la matérialité des médias, au système de fonctionnement des médias, et ça, on le ressent quand même, cette conscience-là, qui est à la fois critique, mais à la fois peut-être post-critique, au-delà un petit peu de la critique traditionnelle de Francfort. Alors, qu'est-ce que ça donne, ces essais? Donc, moi, je propose d'en parler de 2 ou 3, enfin, on verra le temps qu'on en a. Le premier, il me tient particulièrement à cœur, en particulier avec mon ami Jacopo Rasmi, quand on a fait ce livre sur les collapsonautes, donc collapsologie, etc., le collapse, le crash, l'effondrement, toutes ces théories. Et à peu près à moitié de la rédaction du livre, on découvre, ou on redécouvre, moi j'avais ce livre depuis chez moi depuis très longtemps, mais en fait je redécouvre que le premier article s'appelle In Free Fall. On en a parlé un petit peu tout à l'heure parce que c'est aussi une vidéo, enfin un dispositif immersif, comme on a dit, qui est dans l'expo. Donc là, il faut absolument le voir. Mais je conseille vraiment à tout le monde de lire aussi l'essai qui est très très différent. Qu'est-ce que c'est que In Free Fall? Donc en chute libre. C'est d'abord, de nouveau, une théorie au sens un petit peu fou et dément de dire la perspective horizontale habituelle qui se met en place depuis la Renaissance, qui se calcule, qui est géométrisée, etc., c'est le colonialisme. Truc indéfendable parce que c'est beaucoup trop gros et puis n'importe qui dirait oui mais c'est trop simple, etc. Non, elle nous montre avec plein d'exemples remarquables de la navigation, etc., que c'est dans se repérer à l'horizontale par rapport à des horizons, c'est s'orienter, orienter, on a l'orientalisme dans la notion même d'orientation, c'est s'orienter à l'horizontale, c'est ça la perspective et c'est ça qui a permis à l'Europe de conquérir le monde et de ravager la planète. D'accord, premier temps. Deuxième temps, qu'est-ce qui se passe quand on a une perspective verticale? Et là, c'est beaucoup plus récent. C'est peut-être les montgolfières à la fin du XVIIIe siècle, mais pour nous, c'est plutôt les avions début XXe siècle, et puis maintenant les satellites, GPS, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Et là, au lieu simplement de faire une opposition entre perspective horizontale et perspective verticale, elle prend quelques cas de chute libre, des espèces de fous qui vont se mettre très très haut à des dizaines de kilomètres d'altitude et puis qui se laissent tomber pendant des minutes. Et il y a un moment où, avant d'avoir la résistance qui leur permet de voler un petit peu, il y a un moment où le corps ne peut pas se contrôler et il tourne complètement. Et là, c'est un moment apparemment très dangereux dans ces très hautes free fall, parce que là, on est complètement désorienté, mais au point où on peut carrément perdre conscience et puis s'écraser. Et elle prend ce moment-là de désorientation absolue en chute libre, et à la fin de son article, elle retourne la chose, et elle nous fait comprendre que free fall, chute libre, terrifiant, c'est la liberté. Il y a une certaine liberté, une certaine libération, une certaine émancipation. Et pour nous qui regardions des histoires de collapsologie, où justement tomber, c'est toujours s'effondrer, c'est la fin du monde, c'est la destruction, c'est la misère, on va tous se massacrer au couteau, tout d'un coup de se dire qu'une chute libre peut être une forme de libération par la désorientation même, ça retourne complètement les perspectives justement qu'on porte sur des problèmes. Et ça, il me semble, c'est vraiment typique de Hito Steyerl. On pourrait faire ça avec un autre qui s'appelle la défense de l'image pauvre, qui consiste à prendre du recul. Là, c'est le côté critique, un petit peu Francfort, face à l'injonction à toujours avoir de la plus haute définition, des images plus propres, plus pures, etc., qui forcément vont prendre plus de bandes passantes, qui forcément vont consommer plus d'électricité, etc. Puis là, il faut vraiment se demander pourquoi on a besoin d'images aussi riches pour des trucs qui sont aussi pauvres du point de vue du contenu. Donc elle prend ça, mais au lieu de se plaindre, au lieu d'être dans la complainte, dans la critique, regardez comme le monde est pourri, comme le capitalisme nous en fume, elle retourne le truc en disant les images en low def, en pauvre définition, c'est une sorte de prolétariat des images. Et il y a un mode de circulation par la pauvreté qui fait que ça peut
y compris aller dans des contrées qui n'ont pas forcément du haut débit. Donc, il y a aussi la pauvreté sociale, mais il y a aussi la pauvreté esthétique, du low def, comme dans le rock, il y a un moment du lo-fi. On enregistre dans sa chambre de bain parce qu'on aime bien avoir les bruits de robinet, ça fait partie du truc, etc. Donc, de nouveau, elle retourne les choses comme ça. Et là, on pourrait faire le même coup sur Spam, mais de toute façon, il me semble qu'il y a vraiment un style essayiste de Heath Osterriel qui consiste à prendre quelque chose qui fait problème, à montrer que ça fait problème si on a besoin d'elle, mais là, elle accentue très bien les choses, et après à proposer des retournements qui ne nous enferment pas dans la misère, la commisération, la lamentation, mais qui nous montrent des façons, alors qui nous suggèrent plutôt que montrer, suggèrent des choses qu'on pourrait faire différemment. Et en fait, il me semble que dans ces installations, il y a aussi des gestes qui ressemblent un petit peu à ça. Merci pour ces éclairages. On va y revenir. Vous qui avez vu l'exposition, qui avez pu la visiter pour préparer justement ce moment d'échange, voilà, quelles sont peut-être des œuvres où vous avez reconnu, je dirais en quelque sorte, ces renversements Oui, tout à fait. Il y avait le cas, par exemple, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a ces deux écrans qui sont au bout d'un long couloir avec la ville des vitres brisées et la ville des vitres non brisées, broken windows, unbroken windows. Et là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend, et là c'est peut-être caractéristique, il me semble, une de ses manières de faire, que je caractériserais peut-être en 3 ou 4 points. Premier point, une sorte d'évidence ou de simplicité. Comme ça, l'idée, voilà, perspective horizontale, perspective verticale. On peut tous comprendre ça. C'est pas un truc, c'est pas de la théorie qui vous casse la tête parce qu'il y a des mots qu'on n'arrive pas à comprendre. Non, voilà. Bon. Ici, c'est la même chose. Il y a des fenêtres, ça se casse ou ça se casse pas. Bon, d'accord, on comprend. Et puis on oppose les deux. Deuxième point, il y a toujours quelque chose de très concret. Tout à l'heure, on parlait d'espace, l'espace concret de l'installation, mais les images, elles viennent aussi d'espaces concrets, elles viennent de terrain, elles viennent de singularité. Je ne sais pas comment elle trouve, à chaque fois, elle arrive à trouver des trucs. Dans In Free Fall, c'est cette décharge d'avion, cette décharge de carcasse d'avion, ce qui est quand même un lieu très très impressionnant, d'où elle montre, où elle installe aussi son ordinateur, et ce fait que le film est sur fond d'images réelles de cette décharge d'avion. C'est un moment impressionnant. Absolument. Et ça, d'habitude, on se dit, qu'est-ce que c'est qu'une théoricienne? Une théoricienne, ça ferme les yeux, puis ça contemple, ou ça lit des livres, ou je ne sais pas quoi. Elle, je ne sais pas comment elle fait, mais elle doit passer son temps à se promener un peu à droite et à gauche et à découvrir. Unearth, vraiment, elle exhume des trucs qui sont là, qu'elle n'invente pas. Enfin, des fois, on se demande si elle ne les invente pas, mais apparemment, ça a l'air, il y a quand même un côté très réaliste. Elle trouve des trucs. Donc là, c'est alors des gens qui sont payés. Et de nouveau, chaque fois, on se demande si elle se fout de nous. Mais imaginons que c'est vrai. Les gens qui sont payés pour installer des vitres et pour fracasser des vitres, pour enregistrer le bruit que font des vitres lorsqu'elles sont brisées. Et, si j'ai bien compris, pour enregistrer ce bruit de façon à pouvoir ensuite dénoncer des voleurs ou dans les systèmes d'alerte. Sitôt que quelqu'un casse une vitre quelque part, vous aurez un micro et la police va savoir qu'une vitre a été cassée, et avant que le type puisse prendre vos bijoux, la police est déjà là parce qu'elle a compris que c'était une vitre qui était cassée, etc. etc. Donc, les gens, voilà, et elle prend le petit moment où des gens cassent la vitre. Ça, c'est pour le côté des vitres brisées. De l'autre côté, on a des gens, je crois que c'est à Détroit, ou je ne sais plus dans quel quartier, un petit peu détruit, où justement il y a eu des, voilà, on a abandonné les choses, où c'est mal fait, où voilà, il y a plein de problèmes, et les vitres sont brisées. Et il y a des gens qui vont peindre du bois, qui vont peindre des fausses vitres sur des maisons pour réhabiliter des maisons dans des vitres qui ne sont pas cassées, parce que c'est du bois, c'est même plus de... mais qui redonnent vie. Alors une vie très très bizarre, mais quand même qui redonne aspect, image de vie. Et donc cette opposition-là, chaque fois elle s'ancre sur quelque chose de très très concret. Il y a une sorte d'évidence, il y a des enjeux forcément qui dépassent complètement ces deux cas particuliers, et à chaque fois il y a quand même une réflexion sur des écrans dans des écrans. Parce que c'est quand même des vitres, d'habitude c'est pour voir de l'autre côté, là on regarde des vitres qu'on casse, les vitres qu'on bouche, on peint des petites fleurs, c'est quand même, c'est toujours un petit peu des images dans des images, et même si on sait depuis Godard ou autre que c'était, voilà, c'est un truc un peu éculé, elle arrive chaque fois à le renouveler, à en faire quelque chose qui n'est pas simplement, oui, déjà vu, film dans le film, merci bien, mais à réinventer cette affaire-là.
Il y a par exemple l'autre cas qui est, alors comment ça se, j'oublie toujours le titre, mais How Not to Be Seen, a Fucking Didactic Educational MOV File. Où là, c'est vraiment le didactisme, un fucking didactic educational file, qui nous dit comment disparaître, comment ne pas être vu. Ouais. Et de nouveau, donc à la fois ça, c'est super stimulant. Comment on fait dans notre société de caméras partout, de reconnaissance faciale, comment faire pour ne pas être vu? Elle trouve un truc au milieu du désert qui est une sorte de mire qui a été mise par l'armée américaine, je pense dans les années 50, très très grande, qui fait des dizaines de mètres, avec des lignes très calculées pour que d'abord les avions puis les satellites puissent mesurer la définition de ce que leur caméra arrive à capter. Elle trouve ce lieu qui est maintenant abandonné, donc il y a une sorte de charme aussi, avec des cratères, avec des failles et tout, et depuis ce lieu-là, elle nous explique comment devenir invisible. Et comment devenir invisible, forcément, c'est sortir de l'écran, se cacher, se dissimuler, mais c'est aussi être une femme de plus de 50 ans pour devenir invisible. Aujourd'hui, on pourrait dire être à deuxième page de Google, etc. Donc, il y a toujours ces mélanges à la fois très focalisés sur des questions et puis qui partent dans toutes les directions, qui nous surprennent, mais qui ont toujours quand même un ancrage remarquable. Il y a un mot que je trouve que vous avez prononcé qui me semble assez subjectif, c'est la notion de post-critique. Parce qu'en effet, c'est un terme qui est passé par le philosophe Bruno Latour, qui a été repris aussi dans le monde de l'art contemporain, dans une réflexion sur l'art. Et au fond, certains critiques d'art américains, certains théoriciens se sont posé la question de savoir qu'est-ce que pourrait être un art post-critique. Et notamment, la réponse, c'était un art immersif. C'est-à-dire un art, au fond, où on va être dans une sorte de béatitude, où on va perdre peut-être justement notre esprit critique. Et là où je trouve que Ito Steyer est vraiment assez profondément ou assez précisément post-critique, c'est que non, il ne s'agit pas soudainement d'entrer dans un monde bouche bée où on est là ravi par des jolies images ou des mondes immersifs, etc. Non, on garde évidemment une acuité sur le monde, mais en même temps, voilà, on n'est plus tout à fait dans une artiste critique, dans une théorie critique au sens vraiment premier, direct du terme, dans une dénonciation immédiate. On est par plein de tours, de retours, par aussi cet humour, par aussi ce bain de jouvence des images populaires. Et là, il me semble que même dans le jardin numérique qu'elle montre, eh bien là, on voit bien que, oui, presque on perd un peu, effectivement, presque l'idée de la critique. On voyait bien que dans les dernières œuvres, et pourtant, ça en est encore, parce que là, on est face à un paysage généré par les algorithmes, par une intelligence artificielle et par un jardin qui n'est plus qu'artificiel lui-même. Et donc, moi, je trouve que là, il y a quelque chose qui se joue et qui joue aussi dans le sens de la contemporanéité de Ito Steyer, cette dimension justement post-critique qui fait qu'on a vraiment une idée de ce que peut être un art qui peut être en phase aujourd'hui avec des développements post-critiques de la pensée. Super, merci beaucoup Jean-Max, c'est remarquable, j'ai pas une virgule à rajouter, si ce n'est peut-être de mentionner un autre nom qui pour moi est important dans ces questions de post-critique, qui est Laurent de Sutter. Laurent de Sutter a fait un petit recueil de textes très intéressants, et à mon avis tout son travail, il se situe aussi dans une réflexion post-critique. On l'avait reçu dans cette petite salle pour fêter la sortie du livre post-critique. Génial, ça, ouais. Super. Et moi j'ai vraiment envie d'aller dans le sens de ce qui vient d'être posé avec une œuvre de Ito Steyer, justement, qui est, alors, de façon intéressante, une des œuvres qui est à la fin de l'expo, parce que donc, elle est au début de sa carrière. Donc, l'expo est contre-chronologique, on l'a dit. Et à la fin de l'expo, il y a deux œuvres qui sont sur son ami tué, son amie de jeunesse, je crois qu'elle s'appelait Andrea, qui était militante pour la cause kurde et qui s'est fait assassiner. Et donc, il y a à l'horizon quelque chose de très, de très douloureux, forcément, et de très pathétique, et voilà, de retrouver des images en Super 8 de cette amie, etc. Mais un des deux films, je crois qu'il s'appelle Dear Andrea, est un film sur la pratique du bondage au Japon.
Donc ces femmes qui se font attacher avec des cordes de façon très très inconfortable apparemment et carrément suspendre, souvent nues. Et voilà. Et donc l'idée du film, c'est que elle, Hito Steyerl, quand elle était pendant quelques mois ou quelques années au Japon, s'est trouvée être prise dans une séance de photographie où elle s'est retrouvée un peu attachée et photographiée sous tous les angles nus. 20 ans plus tard, elle retourne au Japon et elle essaye de retrouver, alors qu'elle ne sait plus quel est le photographe, enfin, je pense qu'elle ne savait pas trop où elle atterrissait, d'essayer de retrouver ça. Et donc, elle fait une enquête. Et ça date, je crois, de fin des années 90 ou début des années 2000, son film. Et là, il me semble qu'il y a un très, très bon exemple, une illustration de cette attitude post-critique qui veut justement pas du tout dire acritique. Justement pas. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Donc, on découvre un petit peu ce monde. Moi, pour être honnête, je ne suis pas vraiment familier avec ça, mais donc on découvre ce monde et puis on voit des gens maintenant un peu vieux, parce que forcément, c'est ceux qui avaient pu faire les photos il y a 20 ans, qui disent, des mecs, forcément, qui disent très tranquillement, ouais, alors, on ne sait pas trop les filles quand elles viennent là, mais souvent, on arrive à les faire venir. Elles ne savent pas trop pourquoi elles sont là. Et puis, on leur demande pas trop, elles se mettent souvent à pleurer. De toute façon, c'est de la honte, cette histoire. Mais on fait des photos et après, on fait des belles photos. Et là, on voit ça et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc monstrueux? Enfin, déjà, pour beaucoup d'entre nous, je pense que c'est pas forcément très, très remarquable d'attacher des gens et puis de les suspendre. Mais en plus de dire ça, alors là, pour le côté critique, là, on se dit tout de suite, il faut interdire ces horribles bonshommes, il faut tous les mettre en prison, etc. Et peut-être qu'il faut le faire, hein, moi, je sais pas. Mais son propos, c'est pas ça. Son propos, c'est de nous faire voir ça. Et la personne, une jeune femme qui fait les traductions, qui pose toutes les questions, elle appartient à ce milieu. En fait, elle connaît tous ces gens, etc. Et elle fait de l'autosuspension. À savoir qu'il y a des fois quelqu'un qui l'aide, mais c'est elle qui s'attache ou se fait attacher et qui se suspend. Et la deuxième partie du film, elle nous dit aussi toute son expérience de plaisir, son expérience une expérience de se faire suspendre. Et là, forcément, pour nous, ça résonne avec Free Fall. Hein. Free Fall, c'est justement la chute libre. Là, c'est une sorte de chute, pas free, alors constrained, hein, c'est vraiment le contraire, c'est la contrainte de chute, mais c'est quand même une forme de chute, c'est quand même une forme de suspension. Et puis, il y a, de même que dans la désorientation tout à l'heure, il y a aussi quelque chose que cette jeune fille nous dit qu'elle fait ça absolument volontairement. Il n'y a personne qui la trompe, il n'y a personne qui l'exploite, il n'y a personne qui... Elle fait ça, elle fait des spectacles et elle y trouve quelque chose. Et à la toute fin du film, on a Hito Steyerl qui apparaît, elle est toujours là, mais elle apparaît jamais vraiment à l'image. Et à la fin, on lui demande, est-ce que vous êtes féministe? Et elle dit qu'elle est féministe. Et forcément, on voit ça et on se dit, oui, mais est-ce que les féministes défendent le bondage? Mais est-ce qu'on peut défendre ce truc où des salopards attachent les filles qui ne savent pas, les font pleurer et puis après font du fric avec elles, ou de l'art, peu importe, là pour le coup. Mais elle est féministe. Et là, il me semble qu'on a vraiment le truc qui a toute la force de la critique, mais qui n'a pas l'arrogance du jugement. À savoir, c'est plus compliqué. Il y a cette jeune fille qui fait ça, ça ne justifie pas le fait de faire pleurer les autres, mais il y a cette jeune fille, il y a une expérience en même temps qu'il y a ça. Et là, il me semble que pour moi, et c'est un film tôt, mais on retrouve à travers l'humour, à travers justement les suspensions de jugement, à travers les complexités d'écran dans des écrans, à travers la culture populaire, le disco qui vient là, qui met de l'énergie là-dedans. Toute la critique me semble là. C'est pas du tout que maintenant tout est beau et puis on arrête de voir qu'il y a des problèmes, mais elle est toute là avec une force en plus, qui est une force justement de légèreté, qui à mon avis la rend encore plus, qui nous aide à penser. Bah oui, ça nous aide à penser. Merci beaucoup Yves Citon pour cette exploration, pour cette sortie. Je trouve que c'est à nouveau très très excitant de penser avec vous et avec l'œuvre d'Hito Steyerl. Le titre de l'exposition, c'est I Will Survive, et on l'a dit, c'est à la fois une allusion au fameux titre pop de Gloria Gaynor, qui a servi aussi presque d'hymne au moment des luttes contre le sida, etc., etc. Ça a été une des morceaux emblématiques des luttes contre le sida. Et puis en même temps, c'est I Will Survive, c'est Je survivrai, et c'est un texte dur à sa manière. Alors merci beaucoup Yves Citon. Et puis voilà, merci, on espère que ça donnera envie aux uns et aux autres d'aller voir l'exposition d'Hito Steyerl au Centre Pompidou. C'est ouvert actuellement. Merci beaucoup Yves, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. On se retrouve le mois prochain dans un nouveau numéro du Mensuel, consacré cette fois à l'exposition Elles font l'abstraction.